Quand je vous disais que je m'étais remise à lire, je vous mentais pas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler lecture. Je vais donc vous parler de tous les livres que j'ai lus depuis la dernière vidéo lecture, à savoir il y a je pense à peu près 2-3 mois. Et quand je vous disais que j'avais repris un bon rythme de lecture, je crois qu'il va falloir faire des vidéos lecture un peu plus régulièrement parce que là on risque d'y passer un bon petit moment. J'en profite avant de commencer pour vous remercier pour vos petits mots sous ma vidéo précédente de le bilan de l'année 2021. Vous avez été très gentils, très positifs à m'envoyer plein de bonnes ondes, donc je vous remercie énormément. Aujourd'hui on reprend le rythme des vidéos un petit peu normal. Je vais essayer de revenir à une vidéo par semaine même si je ne promets absolument rien. Et aujourd'hui nous allons parler donc de livres. Je vais vous parler de tous les livres que j'ai lus dernièrement. Donc si vous voulez un petit menu, aujourd'hui on est surtout sur de la littérature japonaise et du polar. Globalement, il y a un tout petit peu de science-fiction je crois qui s'est glissé, et évidemment un tout petit peu de manga, mais on est majoritairement sur la littérature japonaise. Donc eh bien on va commencer sans ordre particulier à vous parler des livres. Donc dans un premier temps j'ai lu ce bouquin de Carlos Ruiz Zafón, je prononce sans doute comme une vache espagnole, hahaha c'est grave, c'est très drôle pour un auteur espagnol. J'ai donc lu le livre Marina de Carlos Ruiz Zafón. J'avais déjà lu un bouquin de lui qui s'appelait L'ombre du vent, je l'avais lu quand je vivais à Tokyo. Donc ici on se retrouve à nouveau dans la ville de Barcelone qui est la ville je suppose où vit cet auteur. Et nous sommes là sur un roman assez court qui est plutôt un roman jeunesse, jeune adulte fantastique. Donc nous trouvons un jeune étudiant qui est au collège qui va faire la rencontre d'une jeune fille mystérieuse, Marina, avec qui il va vivre un certain nombre d'aventures peuplées de fantômes, de revenants, d'expérimentations cheloues. Bref, on est sur du fantastique dans tout ce qu'il a de meilleur. Et je me rends compte au retour caméra que vous voyez que j'ai les mains complètement rouges, donc je viens juste de refaire ma couleur, d'où mes cheveux mouillés et mes mains rouges. Voilà, je n'ai pas tué quelqu'un, j'ai juste refait ma couleur. Donc s'il y a vraiment une chose de sûre, c'est que j'adore le style de cet auteur. Je ne sais pas si je vous recommanderais de lire en premier Marina ou de lire plutôt L'ombre du vent qui est le premier que j'avais lu. On retrouve une Barcelone onirique, un passé voilé d'une nappe de brouillard et de mystère, donc là je crois qu'on est dans les années 30. L'écriture de Zafón ou de Ruiz Zafón, je ne sais pas quel est son nom de famille, est vraiment un plaisir à lire. On a une écriture vraiment qui me fait penser à des écrivains de la fin du 19e, alors que là on est sur un écrivain moderne. C'est très beau, c'est très poétique, c'est très imagé, c'est très fantastique, c'est vraiment un bouquin que j'ai beaucoup aimé. Donc soyons honnêtes, on est plutôt sur un roman type jeunesse, donc évidemment l'intrigue n'est pas aussi complexe que L'ombre du vent que j'avais pu lire, qui était son premier roman adulte je crois. Mais vraiment c'est un très très bon bouquin et je ne peux que vous conseiller de découvrir cet auteur. J'ai mis très longtemps à le lire alors qu'on m'en parlait depuis des plombes. Donc je ne peux que vous le conseiller ou de découvrir cet auteur, en tout cas que vous aimiez le fantastique ou plutôt la littérature romantique etc. Ce bouquin là vous plaira, donc je l'ai trouvé en bouquiniste, je l'ai pris totalement au hasard, une très bonne découverte. Ensuite j'ai lu ceci, L'oiseau de mauvais augure de Camilla Läckberg aux éditions Actes Sud. Donc il s'agit d'un polar nordique et plus précisément du 3e ou 4e je ne sais plus de la saga de Camilla Läckberg, donc les aventures de Erika et de son mari policier. Donc Erika est une écrivaine et son mari est un policier dans une petite ville de merde, Fjällbacka, je sais plus trop comment ça s'appelle, dans une petite ville de merde où normalement il ne se passe vraiment pas grand chose, quelque part au fin fond de la Suède. Sauf que évidemment dans chacun des bouquins de Camilla Läckberg il se passe quelque chose de vraiment ouf dans cette toute petite ville qui doit avoir un taux de criminalité par rapport à la moyenne suédoise absolument hors sol. Mais bon, généralement c'est des bouquins que j'apprécie parce que ça se lit très bien. Ce genre de polar nordique, c'est le genre de truc que je lis pour me vider la tête. Ça demande pas forcément de réfléchir énormément. J'ai cependant été un peu déçue parce que je lis des polars assez régulièrement, mais je suis pas non plus une experte. Et là malheureusement j'ai trouvé Le Coupable plus de 200 pages avant la fin. Donc je trouve ça un petit peu dommage et du coup pour moi c'est plutôt le signe d'un mauvais polar, parce que moi ce que je veux c'est être surprise, c'est que ça se tienne, mais je veux aussi être surprise et là j'ai pas du tout été surprise parce que j'ai trouvé le truc très très tôt, donc c'est un peu dommage. Je suis aussi toujours un tout petit peu déçue par l'évolution du personnage de Erika qui au fil des romans ne semble rien faire d'autre que rester à la maison et de s'occuper de ses gamins, alors que dans le tout premier tome c'est une femme forte et indépendante et je déteste ce genre d'évolution scénaristique. Donc c'est un roman un peu en dents de scie.
Honnêtement, je l'ai lu, c'était divertissant, mais c'est pas du tout quelque chose que je peux vous recommander. Je peux vous recommander le premier tome de Camilla Läckberg qui est vraiment très bien, vraiment il est top, mais la suite de la saga pour le moment je suis vraiment déçue, je crois que c'est la critique que je fais à peu près à chaque tome de la saga. Donc voilà, celui-là il partira sur Vinted. Voilà, je le vendrai 2 balles sur Vinted si ça vous intéresse. C'est pas une mauvaise lecture, hein, mais c'est de la littérature de plage. Ensuite, littérature japonaise, j'ai lu Les Délices de Tokyo de Durian Sukegawa. Donc il s'agit d'un roman qui a été adapté en film il y a quelques années, qui suit l'itinéraire d'un monsieur qui est un marchand de dorayaki. C'est un roman qui a été adapté au cinéma il y a quelques années et qui avait fait vraiment grand bruit. Je n'ai pas vu le film. Donc nous suivons les aventures d'un monsieur qui vend des dorayaki et d'une vieille dame qui va venir régulièrement à la boutique et lui apprendre à confectionner de meilleurs dorayaki. Alors sur le moment on peut se dire que le pitch là vraiment il fait pas envie, et pour tout vous dire il me faisait pas envie non plus. Juste un jour je me suis baladée à l'espace culturel Leclerc, je me suis dit vas-y j'ai envie de lire un bouquin japonais, j'ai vu ça, je me suis rappelé que ça a été adapté en film, et dans l'absolu si ça a été adapté en film c'est que c'est plutôt pas mal. Donc on est sur un roman qui se lit bien, qui est plutôt agréable. À partir du milieu du roman, l'histoire change un peu et je vais pas vous en dire plus parce que c'est important que vous le découvriez par vous-même. C'est un roman assez contemplatif mais l'histoire est quand même assez simplette et j'ai plus eu l'impression de lire une novella que réellement un roman, puisqu'on est sur moins de 200 pages, écrit quand même assez gros. Donc j'ai trouvé que ça manquait de profondeur, etc. C'est très sympathique à lire, hein, ça se lit en 2-3 soirs, c'est mignon. Ça parle d'un phénomène de société japonais que je ne connaissais pas et qui mérite d'être connu, donc là-dessus c'est plutôt bien traité. Mais voilà, je peux pas dire que je me suis attachée au personnage ni à quoi que ce soit, je suis passée un tout petit peu à côté de ce bouquin. Alors celui-là je vais pas le vendre sur Vinted, je vais le garder parce que je l'aime bien quand même, j'aime bien la littérature japonaise, j'ai tendance à garder ce genre de bouquin, mais je peux pas vraiment vous le recommander. Vraiment, si vous avez vu le film par contre je veux bien votre avis. Ensuite, alors j'ai commencé à lire un autre bouquin dont je vous parlerai pas aujourd'hui parce qu'il n'est pas fini, mais il s'est trouvé que ce bouquin était un tout petit peu trop dur pour moi. Et c'était au mois de novembre-décembre et j'allais pas ultra bien mentalement, donc je me suis dit que ça servait à rien de lire un bouquin qui me mettait pas bien, qui abordait des sujets que j'avais vraiment pas envie de lire, etc. Et je me suis dit bah écoute on va se reposer, et pour se reposer, et bah quoi de mieux que de lire un téléfilm de Noël. Il s'agit de Embrasse l'hiver et danse avec lui de Georgia Caldera. Georgia Caldera, vous le savez, c'est un peu la seule auteure dont je lis à peu près tout ce qu'elle fait. Et même quand c'est de la romance, alors que je ne lis absolument pas de romance. J'ai rien contre la romance, mais en trouver de la bonne, c'est quand même pas évident. Et du coup, globalement, je sais que quand je lis un bouquin plutôt typé romance de Georgia Caldera, je vais passer un bon moment. C'est de la romance qui est très loin d'être bête, qui est très loin d'être dans les clichés sexistes et stéréotypés que je peux reprocher à la plupart des bouquins de romance que l'on trouve actuellement. Alors clairement, hein, je vais pas vous dire qu'on est sur de la grande littérature qui demande énormément de cerveau. Non, clairement, ceci... c'est un téléfilm de Noël. C'est un téléfilm de Noël adapté en livre avec ce qu'il faut de bons sentiments, ce qu'il faut quand même de bonnes références et de réflexion sur notre société. Tu commences l'histoire, tu vois les persos, tu sais où ça va. Mais est-ce que c'est grave ? Absolument pas, parce que pour moi, certes des fois j'aime lire des bouquins qui demandent de réfléchir, qui te font vraiment réfléchir sur la société ou qui vont te marquer pour des années et des années et des années, mais il y a des fois j'aime aussi juste lire pour me détendre. Et en l'état, puisqu'on était à un moment où mentalement c'était pas fifou, hein, le mois de novembre c'est jamais très fifou pour moi, et donc en fait j'avais besoin d'un bouquin feel good, et ça tombe bien puisque le nouveau Georgia sortait à ce moment là. Notre livre suit l'histoire de Romy, une professeure de danse qui s'est fait larguer, qui ne digère pas très bien sa rupture, et elle va décider d'aller jouer des farces complètement débiles à son ex, puisqu'elle a encore les clés de l'appartement. Elle va aller remplacer le dentifrice par du wasabi, bref vraiment des farces niveau gamin de 5 ans, hein, soyons honnêtes, sauf que tout ne va pas se passer comme prévu. Je ne vous en dis pas plus, c'est un téléfilm de Noël, vous vous doutez du contenu. C'est vraiment très bien si vous avez envie d'un bouquin feel good pour passer un bon moment sans vous prendre la tête et sans être trituré par des scènes d'horreur ou de gore ou quoi que ce soit qui peuvent arriver quand on lit de l'horreur ou du polar. Allez lire le dernier Georgia Caldera, comme d'hab, le style est nickel, moi j'aime bien. Ensuite, j'ai lu ceci qui s'appelle Le cristal qui songe de Théodore Sturgeon. Il s'agit d'un bouquin de science-fiction qui, de mémoire, date des années 70, voire fin des années 60. Oula, non, ça date de 1950.
Ah ouais. Alors j'aurais pas pensé que c'était aussi vieux. Je sais que c'était de la vieille science-fiction, mais j'aurais pas pensé que c'était si âgé. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, nous suivons l'histoire d'un jeune enfant au début qui est assez maltraité par son beau-père et se retrouve finalement adopté dans une troupe de cirque où il se rend compte qu'il y a un certain nombre de choses un petit peu surnaturelles qui se passent avec des histoires de cristaux qui ont des pouvoirs, etc. Et pour tout vous dire, c'est un bouquin sur lequel, je n'ai pas compris ce qui se passait. J'ai lu l'histoire, je ne comprends toujours pas le cheminement logique, ça me fait penser à de la science-fiction vraiment très hallucinée, à la Philippe K. Dick, où vraiment t'as l'impression que si t'as pas pris du LSD, tu ne peux pas comprendre ce qu'il se passe. C'est pour ça que je le calais dans les années 60, hein, soyons honnêtes. Non, alors apparemment on était dans un précurseur du LSD, écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Donc on est vraiment sur un bouquin un peu étrange, avec des personnages chelous. Il est un peu... Le siècle dans lequel il est adopté, c'est un freak show, hein. Donc on a des nains, des unijambistes et tout, et un directeur vraiment chelou qui parle à des cailloux. Je pense que je manque soit d'une explication de texte, soit d'un contexte, soit je sais pas. Je comprends maintenant qu'il date de 1950, que c'est un précurseur pour l'époque, ça d'accord, je l'entends. Mais est-ce que j'ai trouvé ça intéressant ou transcendant? Non, je pense que je suis complètement passée à côté de ce bouquin. Donc si vous le connaissez, ou que vous connaissez si vous avez des clés d'explication sur ce bouquin, c'est le moment de me les donner en commentaire parce que moi j'en ai pas. C'est un bouquin qui fait je crois 250 pages et qui pourtant est assez long et dur à lire parce qu'on comprend vraiment pas ce qui se passe. On passe du coq à l'âne, on change de point de vue au milieu d'un paragraphe, c'est assez étrange. Et je pense que je suis contente de l'avoir lu pour ma culture générale, mais qu'il va partir sur Vinted lui aussi. Donc ensuite une petite saga de manga, donc j'ai aussi repris la lecture de manga, découvrir de nouvelles séries, etc. Je vais pas encore vous parler de séries que j'ai commencé comme Jujutsu Kaisen, etc. que je n'ai pas terminé, ou en tout cas j'ai pas suffisamment avancé pour me faire une idée, on en parlera sans doute dans un autre épisode. Mais aujourd'hui je vais vous parler d'une saga qui vient de commencer à être parue en France, qui s'appelle Horimiya, et que j'avais commencé à lire quand je vivais au Japon. Donc en fait Horimiya c'est quoi? C'est un shoujo, hein, donc on est vraiment sur de la romance lycéenne où nous avons Hori, donc cette adorable jeune fille qui est une élève modèle mais qui une fois chez elle se transforme juste en maman au foyer, elle élève quasiment seule son petit frère, etc. Bref, pas du tout le stéréotype de la meuf superficielle qu'elle renvoie quand elle est au lycée. Et à côté nous avons Miyamura qui est un jeune garçon c'est plutôt renfermé, plutôt ténébreux, plutôt lugubre au collège, au lycée, qui parle à personne, qui reste dans son petit coin, etc. Mais qui en fait sous ses cheveux longs détachés et sous son sous son blazer cache plein de piercings et plein de tatouages. Vous vous doutez qu'avec un pitch comme ça, je ne pouvais qu'accrocher. Donc j'avais commencé à les lire en japonais à l'époque, donc j'étais passée à côté d'un certain nombre de nuances, hein. C'est un plaisir de voir qu'ils sont édités en français. Les deux premiers tomes sont sortis le 19 janvier, donc c'est vraiment tout récent. Je crois qu'il y a une quinzaine de tomes, je ne saurais plus vous dire exactement. Ça me fait penser sur certains points à Hanakimi, parmi eux en français, qui a été adapté en drama coréen, puis en drama japonais, puis en drama japonais. Bref, vous connaissez sans doute Hanakimi si vous traînez dans le milieu du manga et des shoujo. Ça a une vibe Hanakimi, c'est-à-dire un shoujo d'une extrêmement bonne qualité et très agréable à lire. Je ne peux que vous le recommander, c'est une lecture feel good, c'est le truc que je lis le matin pour me détendre, ça me fait sourire, ça me fait rire. Voilà, vraiment il y a plein de blagues de merde, de références à d'autres mangas, etc. qui sont très fun, c'est mignon tout plein, et le fait que Miyamura soit très beau, forcément ça m'aide. Ensuite j'avais pris ce bouquin de Nicolas Mathieu qui s'appelle Aux animaux la guerre, complètement par hasard chez le bouquiniste. Donc ici on a un bouquiniste où en fait tous les bouquins sont à 3 € et si on achète 4 c'est 10 € les 4. Donc généralement j'y vais, je prends 4 bouquins. Généralement j'en prends un ou deux qui sont des valeurs sûres, genre un Stephen King ou un truc du genre, et je prends 2-3 trucs au pif. Donc le Marina venait de ce bouquiniste et ceci, Aux animaux la guerre de Nicolas Mathieu, vient aussi de ce bouquiniste. Donc Aux animaux la guerre, c'est donc plutôt un polar, vous vous en doutez à la couverture, qui en fait m'a parlé parce qu'en fait il se déroule dans la campagne ouvrière et plus précisément dans les Vosges.
Et en fait, dans ma tête, les Vosges ouvriers, etc., ça me fait penser au petit Grégory. Et si vous ne savez pas, si vous ne le savez pas, je suis passionnée par cette affaire. Voilà, j'ai regardé tout un tas de documentaires et tout là-dessus. Donc je me suis dit, allez, vas-y, je vois bien les paysages, je vois bien à quoi ça ressemble les Vosges, etc. Un polar qui se passe dans la campagne vosgienne ouvrière, vas-y, ça m'intéresse. Donc vraiment une raison absolument conne de choisir ce bouquin. Et ce fut une méga claque parce que l'écriture de Nicolas Mathieu est vraiment aux petits oignons et la manière dont il dépeint la campagne ouvrière et donc populaire est un véritable plaisir de justesse. Si vous ne le savez pas, je suis moi-même issue de la campagne ouvrière, pas des Vosges, mais de la Sologne, c'est-à-dire que en fait chez moi, mon père il était ouvrier, les usines ont toutes fermé à Romo, Romo a été une zone sinistrée et la petite jeunesse qui est décrite dans ce bouquin, certes, elle se passe dans les Vosges, les petites combines minables, les fermetures d'usines et les drames humains qui se cachent derrière. C'est tout ça que Nicolas Mathieu retranscrit à la perfection dans ce bouquin. Et je pense que si vous êtes issu comme moi d'une des campagnes de ce type, vous serez touché par la justesse de ce bouquin et vous avez vraiment l'impression qu'en fait on décrit votre vie, qu'on décrit vos camarades de lycée, qu'on décrit les familles à côté de chez vous, etc. Bref, le travail de Nicolas Mathieu là-dessus est juste excellent. Alors, il y a moins d'enquêtes policières que ce que j'aurais pu croire. En fait, le fait que ça soit publié comme ça chez Babel Noir induit un peu en erreur parce que pour moi, on est plus sur de la chronique de la vie de tous les jours avec une composante d'enquête policière quand même, mais qui n'est pour moi pas le sujet principal. Le sujet principal, c'est vraiment la manière dont il dépeint le quotidien et la réalité, la manière dont il dresse des portraits de personnages ultra intéressant, passionnant, etc. Donc quand j'ai commencé à lire ce bouquin, j'en attendais rien et j'ai vraiment été bluffée. J'avais jamais entendu parler de ce mec, mais c'est sans doute parce que je ne suis pas assez cultivée, puisqu'il se trouve quand même que ce mec a eu un prix Goncourt, pour son bouquin d'après, il a eu un prix Goncourt, donc effectivement, c'est plutôt qu'il écrit bien, et je pense que c'est la première fois que j'ai envie d'aller lire un prix Goncourt. J'ai jamais lu un seul prix littéraire de ma vie, je lis énormément, mais je ne lis quasiment que de la littérature de genre, donc les prix Goncourt, Pulitzer, etc. À la limite j'ai lu Le vieil homme et la mer une fois dans ma vie, mais c'est vraiment les seuls trucs primés que je lis. Donc voilà, en 2018 il a ensuite écrit Leurs enfants après eux, qui a priori se passe aussi dans une campagne ouvrière, que je vais acheter. Donc ça c'est vraiment un bouquin que je vous recommande. L'écriture est aux petits oignons, les personnages attachants. Et enfin, le dernier bouquin de cette chronique n'est autre qu'un immense coup de cœur pour lequel je dois vous remercier. Parce que dans mon dernier update lecture, je vous ai parlé de Elle et son chat, qui est un roman japonais que j'avais adoré. Et vous avez été plusieurs à me parler du bouquin Les mémoires d'un chat de Hiro Arikawa. Et du coup, j'ai fait quoi? Je l'ai acheté. Et vraiment merci à vous pour ce bouquin absolument merveilleux. Donc nous suivons l'histoire d'un chat, un chat qui s'appelle Nana, qui a été recueilli par un jeune homme qui s'appelle Satoru. Il a été recueilli alors qu'il était chat errant, cela fait maintenant plusieurs années qu'il vit avec son maître, et son maître malheureusement doit se séparer de Nana. On ne nous explique pas vraiment pourquoi, juste il y a des circonstances et des raisons importantes qui font que malheureusement il doit se séparer de son chat. Et il décide de trouver un bon propriétaire, un bon nouveau maître pour son chat, et pour cela il va aller faire la tournée de ses amis. Amis d'enfance, amis du collège, amis du lycée, amis de la fac, dans l'espoir de trouver quelqu'un qui voudra bien s'occuper de son chat. Le pitch comme ça peut vous sembler bizarre, mais en fait ce périple et cette recherche d'un nouveau maître pour son chat n'est autre qu'une manière de nous expliquer petit à petit l'histoire de Satoru, jusqu'à l'explication du pourquoi il doit malheureusement se séparer de son chat. C'est un roman qui est très beau et qui correspond à tout ce que j'aime dans la littérature japonaise, c'est-à-dire que on célèbre la beauté de l'impermanence de la vie. Et c'est un truc qu'on retrouve très souvent dans les romans japonais. On trouve vraiment cette beauté très émouvante, très touchante de choses éphémères, cette sorte de contemplation du passé, d'appréciation du passé, cette nostalgie un petit peu douce, amère, que je trouve très belle et qui fait que j'adore la littérature japonaise en fait. Alors il y a de l'humour, c'est beaucoup plus léger qu'on ne pourrait le croire, et toute une galerie de personnages qui ont marqué à leur manière l'histoire de Satoru, et à travers l'histoire de Satoru qui est juste une histoire entre guillemets commune,
une histoire d'amitié qui se sont étiolées avec le temps, une histoire de rencontres qui se sont plus ou moins bien terminées, d'amour de jeunesse qui n'ont pas abouti, bref, globalement, la vie de tous les jours, la vie dans ce qu'elle a de plus beau, de plus triste, de plus mélancolique parfois. C'est un roman qui est magnifique et que j'ai lu extrêmement rapidement et je vous le conseille. Vous pouvez le lire vous pouvez l'offrir à des gens qui aiment bien le Japon et qui aiment bien les chats, ou à des gens qui ont envie de s'initier à la littérature japonaise. C'est un excellent roman. Alors lui évidemment je vais le garder, mais je pense que je vais genre l'offrir à ma soeur. Voilà, comme ça je la force à se mettre dans la littérature japonaise. Et bien voici qui clôt cette chronique littéraire, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous connaissez certains de ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si certains de ces livres vont rejoindre votre pile à lire, et bien n'hésitez pas à me le dire, ça me fera toujours plaisir. Évidemment, si vous avez des bouquins à me conseiller, sachez que je prends les recommandations, surtout maintenant que je recommence à lire pas mal. À un moment, je vais venir à bout de ma bibliothèque et de ma pile à lire, qui est énorme, mais je vais en venir à bout. Donc n'hésitez pas à me conseiller vos bouquins pépites, les trucs que vous avez aimés, sachant que je lis à peu près de tout. Vous pouvez autant me conseiller de la romance, si elle est bien, hein, voilà, vous me conseillez ni de la dark romance mon cul sur la commode, etc., ni du harlequin, mais vous pouvez me conseiller de la romance, vous pouvez me conseiller du polar, vous pouvez me conseiller de la littérature blanche, je lis de tout. À la limite, je vais même bien lire des Goncourt s'ils sont bons. Donc n'hésitez surtout pas à me conseiller ce que vous avez lu dernièrement et ce que vous avez apprécié. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez surtout pas d'allumer la lumière et je vous dis à très bientôt. Tchuss!